Elle dura 8 ans, 2 fois plus longtemps que la guerre mondiale. Elle fit tomber 6 présidents du Conseil et s'effondrer la 4e République. Elle ramena de Gaulle au pouvoir, puis faillit causer sa chute. Par 2 fois, elle porta la guerre civile en France. Ses graffitis, aujourd'hui encore, font frissonner. Et pourtant, la France en sortit plus riche et plus puissante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle fut bien évidemment à l'origine de la nouvelle Algérie. Elle causa la mort de plus d'1 million de musulmans et l'exil d'un nombre équivalent de colons européens. Terreur impitoyable, cruauté monstrueuse, torture systématique, violence aveugle furent ses caractéristiques, dans les 2 camps. Ce fut aussi une époque héroïque et tragique, la dernière et peut-être la plus significative des guerres coloniales, la guerre d'Algérie. نحن للمجد بلاد نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماها وعبقنا في سماء بعبير المهجات نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. 1930, les colons européens célèbrent le 100e anniversaire de la conquête de l'Algérie par la France, persuadés d'être encore là pour un autre siècle. Personne ne voyait rien d'étrange au fait que c'étaient les Algériens eux-mêmes, les Algériens musulmans, les Algériens conquis, qui fournissaient le spectacle. Car l'Algérie a connu bien des occupations. Des ruines romaines, comme ici celle de Djemila, on en trouve un peu partout dans la plaine côtière. Avant les Romains, il y avait eu pendant plusieurs siècles les soldats de Carthage. Et aux Romains avaient succédé les Byzantins, puis aux Byzantins les Vandales, aux Vandales les Arabes, aux Arabes les Espagnols, et finalement aux Espagnols les Turcs. Au début du 19e siècle, des pirates basés en Algérie paralysaient le commerce en Méditerranée, s'attirant la fureur des autres nations. Parmi elles, la France, qui convoitait depuis longtemps l'Afrique du Nord, était particulièrement motivée. Napoléon, déjà, avait envisagé d'inclure l'Algérie dans son empire, mais ce fut un de ses successeurs qui en trouva l'occasion. En 1827, le gouverneur d'Alger, au cours d'une querelle, frappa l'ambassadeur du roi Charles X d'un coup d'éventail. 3 ans plus tard, une force expéditionnaire française débarquait. À vrai dire, le dernier des Bourbons cherchait à distraire une opinion publique de plus en plus hostile. Après quelques semaines, c'était la chute d'Alger. À la même époque, c'était à Paris celle de Charles X. La conquête se traîna encore une vingtaine d'années
jusqu'à ce qu'en décembre 1848, l'Algérie soit unilatéralement incorporée à la France, non comme colonie, mais en tant que partie intégrante de la nation, à l'égal de la Normandie ou de la Lorraine. Et ce serait pour l'avenir le départ de bien des problèmes. Cela signifiait en tout cas que la route de l'Algérie était ouverte à la convoitise des colons de la métropole. Mais le français moyen montrait peu d'enthousiasme pour cette nouvelle province, et l'armée fut contrainte de la peupler avec les rebuts de la France, chômeurs, opposants politiques indésirables, bagnards. Et quand cette source fut épuisée, on chercha à l'étranger, en Espagne, à Malte, en Italie. Comme le disait un Français, nous avons chassé les Arabes pour les remplacer par des Italiens et des Espagnols. Ce ne fut qu'après la perte de l'Alsace et la Lorraine, lors de la guerre de 1870, qu'arriva un large flux de réfugiés. Ils furent bientôt 200 000 colons. En 1940, ils seraient plus d'1 million. Mais les Algériens musulmans seraient, eux, 10 millions. La plupart de ces musulmans vivaient dans les quartiers les plus pauvres des villes, comme ici la Casbah, le vieux quartier turc d'Alger. Conséquence de l'apparition de la médecine occidentale, le taux de naissance des musulmans se mit à grimper, doublant leur nombre tous les 20 ans. Résultat, les conditions de vie dans les villes empirèrent. Ailleurs, les Européens confisquaient les meilleures terres, souvent sous le prétexte que le propriétaire arabe était un rebelle. Bientôt apparurent de beaux quartiers réservés aux seuls Européens. Durant ce qu'elle appela pudiquement sa pacification, l'armée française annihila complètement la classe moyenne algérienne, qui ne réapparut qu'au début de ce siècle avec les premiers instituteurs et les premiers employés musulmans de formation française. Et ceux-ci, dès le début, réclamèrent, oh, pas l'indépendance, mais l'intégration, car si les musulmans d'Algérie étaient de naissance sujets de la France, ils n'en étaient pas citoyens. Pour cela, ils devaient trahir leur religion. Certains le firent et prospérèrent sous le sobriquet de « béni oui-oui ». De leur côté, les Français, comme tous les colons du monde, étaient persuadés que les indigènes ne pouvaient être qu'irrémédiablement paresseux et naturellement mauvais, faits seulement pour les tâches les plus serviles et ne comprenant que la manière forte. Toute idée de réforme était tout simplement ignorée. Aux musulmans les terres pauvres, aux colons les beaux domaines. Domaines obtenus souvent grâce à des prêts avantageux du gouvernement et exploités grâce à l'argent des contribuables en métropole. Les trappistes avaient importé la vigne en Algérie, à temps pour que les colons, les pieds noirs, comme on commençait à les appeler, profitent de l'épidémie de phylloxéra qui ravagea le vignoble français vers 1880. L'Algérie devint bientôt un important producteur de vin. En plus de la vigne, les subsides de l'État encourageaient les colons à cultiver les céréales, surtout le froment. Plus tard, la luzerne, les légumes et surtout les agrumes, oranges et citrons, ajoutèrent à la richesse. En dehors des mines, peu d'industrie. Il fallait maintenir l'Algérie dépendante de la France. On extrayait surtout du plomb et du fer, ainsi qu'un peu de charbon.
Ce que la France apporta de mieux à l'Algérie, ce fut sa culture. Mais l'éducation n'était pas répandue également. Un enfant musulman avait 12 fois moins de chances d'aller à l'école qu'un enfant européen. Le chômage était élevé pour les musulmans et ceux qui travaillaient étaient mal payés. La solution, immigrer en France métropolitaine. En 1920, ils y étaient 100 000. En 1950, un demi-million. Leur salaire soutenait des familles entières, parfois tout un village. Pour les colons, cependant, la vie était confortable et ils comptaient bien qu'elle le reste. Avant, l'Algérie était un pays, était un département français, qui était une province paisible, où les Français, les pieds noirs, vivaient vraiment en bonne coopération avec les Arabes. Et il y avait évidemment des propriétaires agriculteurs en majeure partie chez les Français, mais il y en avait beaucoup aussi chez les Arabes. Tout ça se passait très bien, il y avait une coopération qui était très bonne. Les Arabes vivaient dans un climat très serein et avec vraiment pas d'hostilité vis-à-vis des pieds noirs. Le travail se faisait aussi bien chez les propriétaires entre Arabes et Français que chez les propriétaires entre Français et Arabes, dans les affaires aussi bien industrielles qu'agricoles. La collaboration était totale, il n'y avait pas d'animosité. Le fait était quand même que, évidemment, la proportion d'Arabes était supérieure à la proportion de Français, ce qui menait, si vous voulez, dans certaines circonstances, plus de délinquants du côté arabe que du côté français, hein, vu l'importance de la population, et ce qui a créé un petit climat quand même, mais simplement au niveau de la délinquance et au niveau des problèmes qui se posaient dans les villes, mais à la campagne, tout se passait très bien. Nous qui vivions en ville, nous subissions moins cette vexation, ces vexations, comme ceux de la campagne, par exemple. On était mélangés avec les Européens ici, mais il y avait une ségrégation raciale. Le cinéma, il y avait quand même... On ne nous permettait pas d'entrer dans des... C'est un peu l'apartheid, si vous voulez. Dans des plages, quand on était dans des plages, on nous isolait, parfois on nous emmenait en prison parce qu'on a osé côtoyer les Européens. Enfin, en un mot, quand on colonise un pays, c'est devenir l'esclave de ses dominateurs. Us Algerian people, we didn't have a chance to go to the places where the French goes or to live in the places where the French lives. We're not even allowed to go to the beaches where the French goes, and they have a big sign and not allowed for a dog and Algerian. Les riches souffraient moins de cette situation que les pauvres. Les gens instruits souffraient moins que les gens non instruits. Donc il y a, si vous voulez, à la veille de l'insurrection de 1954, il y avait tout de même une certaine diversification. En ce qui me concerne, ce dont j'ai souffert pour la première fois peut-être, c'est dans l'armée. J'ai été mobilisé en 1943. J'étais censé aller libérer la France et le monde de la peste noire. Dans l'armée, j'ai tout de suite constaté des différences entre Algériens et Français. Pour l'armée française, l'immense arrière-pays algérien, c'était le bled. Pour les soldats, les administrateurs, les colons eux-mêmes, il exerçait une véritable fascination. Comme on disait alors, l'Algérie vous montait à la tête. Près de 5 fois la France, 70 fois la Belgique, s'étendant sur une distance égale à celle qui sépare Bruxelles de Gibraltar, l'Algérie était un pays dur.
Avec ses ciels immenses et ses espaces infinis, composés pour ses 9/10 de désert, l'Algérie était pauvre. Jusqu'à ce que de ce sable stérile surgisse le pétrole. Mais si ces paysages étaient variés, que dire de ses habitants? Arabes, Kabyles, Berbères, Chaouia, Touaregs, de mœurs et de couleurs différentes, parlant des langues absolument étrangères, mais unis par la religion. Ces différences donnaient argument aux Français pour nier l'existence d'une nation algérienne. Pour beaucoup, les Algériens paraissaient sombres et secrets, obstinés et intransigeants. Certes, ils sont moins ouverts que leurs voisins marocains ou tunisiens. Cela dit, leur courtoisie est grande, leur dignité pleine de réserve. Les femmes, qui ont joué un si grand rôle dans la Révolution, se sont vues promettre l'émancipation, une promesse qui n'a été que trop rarement tenue. Les Algériens ne vivent pas uniquement dans des oasis ou des villages de montagne. Ils ne passent pas leur temps à dos de chameaux ou à vendre des dattes et à bavarder autour d'un puits. C'est en fait un peuple de citadins, et Alger est une des villes les mieux situées du monde. Il n'est pas facile de fixer le moment exact où l'idée d'une nation algérienne commença à se former dans l'esprit des Algériens. Elle a sans doute été toujours dans l'air. Elle fut conservée vivante par les chefs religieux, par les enseignants, les intellectuels qui ont trouvé l'expression dans leurs conflits avec les Français. Mais ceux-ci étaient habiles à opposer une ethnie à l'autre, jouant des différences de race et de langue. Les nationalistes restaient divisés et leurs mouvements fragmentés, proie facile pour le pouvoir redouté des pieds noirs. Mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale fut aussi celle de la suprématie de l'Européen, donc des colons. Déjà, la défaite humiliante de la France en 1940 avait eu un grand impact auprès des Algériens, sensibles à la gloire et au courage. Les nationalistes étaient convaincus qu'avec l'aide des Anglo-Américains, leur heure avait sonné. La guerre a donné comme un coup de fouet, a encouragé le mouvement et l'a poussé à renforcer ses revendications. La guerre, la défaite de la France, le débarquement allié en Algérie ont encouragé ce mouvement nationaliste modéré. Ont encouragé ce mouvement nationaliste modéré, et vous savez comment les colonialistes ont répondu,
par les massacres de 1945 à Sétif, Guelma. There was an enormous massacre. There was an incident which is complicated to recount, but it involved a Muslim being killed by a French policeman, and then the Muslims turned upon the French and killed a few of those in revenge. And then in revenge for that, the French bombarded Sétif with a cruiser which was sitting out in the Gulf of Bougie. They got Italian prisoners of war to help in what was in effect a pogrom of Algerians, and they slaughtered people right and left. It was hideous. It was a really ugly thing. Pour les colons, cette répression avait brisé les reins du mouvement nationaliste, une fois de plus fragmenté en factions rivales. Les Pieds-Noirs étaient convaincus que cette révolte était le résultat des quelques réformes qu'on leur avait imposées dans l'euphorie de la fin de la guerre. D'autre part, il était clair que Paris avait d'autres problèmes. Il fallait reconstruire le pays. A été solennellement installé. Le ministre-gouverneur général, M. Nejlen, a lui-même ouvert la première session de cette Assemblée en évoquant l'ampleur du chemin parcouru et la grandeur de la tâche qui attend les représentants de l'Algérie. Pour la première fois dans l'histoire, se réunit une Assemblée algérienne élue au suffrage universel. Pour la nouvelle génération de nationalistes algériens, dont beaucoup avaient combattu dans les rangs des Alliés et y avaient été traités en égaux, ce ne serait pas par des élections qu'ils arriveraient à leur but. Il leur faudrait arracher leur liberté, peu importe le prix. Déjà, beaucoup se tournaient vers les techniques de la révolution marxiste. Vous veillerez, nous veillerons ensemble à une application loyale. Les colons, eux, n'avaient pas changé de sentiment. The Pieds-Noirs were, I would say, the Gallic equivalents, perhaps, to what the settlers in Rhodesia might be like. They were people for whom, apart from a very extremely tiny minority, the idea that they might be foreigners in that land which they said, created, was complete anathema to them. They couldn't understand it. Les Français d'Algérie sont arrivés en Algérie en 1830 et pour la plupart d'entre nous, nous avions des familles qui remontaient à l'époque de la conquête de l'Algérie. Et au fil des générations, ce sentiment de pérennité dans cette terre française d'Algérie s'était installé dans l'esprit et dans le cœur de tous les Français d'Algérie. Donc nous sommes bien entendu passionnés pour ce qui ne pouvait être que notre terre natale. J'ai cru que l'Algérie, qui n'avait jamais été une nation, et qui ne restera peut-être pas longtemps une nation indépendante, était liée à la terre de France et au peuple français par des liens qui auraient pu évoluer dans leur structure juridique, mais qui ne devaient pas être rompus. Et aujourd'hui encore, je considère que ceux qui ont rompu ces liens étaient, pour les Algériens, des inconscients ou des aveugles, et du côté français, des inconscients ou des traîtres. L'image que le monde se faisait de l'Algérie était bien différente. La Légion, les méharistes, les fortins du désert, les fantasias, la danse du ventre des femmes voilées, ce n'était pas seulement une vision hollywoodienne, c'était aussi celle de Paris. Peu parmi les fonctionnaires du ministère de la Guerre, boulevard Saint-Germain, se demandaient pourquoi les musulmans ne devenaient presque jamais officiers. Pour l'armée, l'Algérie était un immense champ de manœuvre où se préparer à un combat qu'on sentait venir et qui serait mené selon les règles de la dernière guerre. Mais les règles du combat seraient bien différentes, et ce ne seraient pas les politiciens à Paris qui les établiraient.
Il est vrai qu'ils avaient d'autres problèmes. Et tout d'abord, survivre. De 1945 à 1954, en 9 ans, la France avait connu 20 gouvernements, certains pour quelques semaines, bien peu dépassant les quelques mois. Coalition, copinage, combine, alliance aussitôt rompue, ce petit ballet était la risée du monde entier. Mais dans ce petit jeu, le vote des représentants de l'Algérie était souvent décisif et obtenu en échange du blocage des réformes. Et puis, l'Algérie n'était pas le seul problème colonial de la France. For 7.5 years, war has raged in French Indochina. La guerre qui ravage l'Indochine dure depuis plus de 7 ans. Mais il aura fallu la défaite de Dien Bien Phu pour que le monde comprenne qu'il s'agit de bien plus que d'une guerre d'escarmouches, qu'il s'agit d'une guerre totale. La guerre d'Indochine avait coûté à la France 1/10 de son budget annuel et la vie d'un tiers des jeunes officiers sortis de ses académies. Au total, près de 100 000 hommes étaient morts dans cette lutte, sans compter les mutilés, les blessés, ni les souffrances des malheureux Indochinois. Cela ne pouvait plus durer, mais Paris balançait entre un désir de paix et un désir de victoire militaire. L'hésitation était la règle, ce dont profitait l'adversaire de la France, Ho Chi Minh. La défaite de Dien Bien Phu, au nord du Vietnam, en mai 1954, fut presque un soulagement. Et bien entendu, le gouvernement tomba. Une nouvelle figure émergea du monde politique, Pierre Mendès France, qui entreprit de négocier la fin des combats. À la surprise générale, il y parvint dans les délais qu'il s'était fixés. Et ainsi, en ce mois de septembre 1954, pour la première fois depuis 1939, la France connaissait la paix. Hélas, un nouveau problème pointait à l'horizon. Et lorsque, je passe rapidement, en 1954, au moment des accords de Genève, nous avons dû abandonner l'Indochine, c'est la honte au cœur que nous l'avons fait, car nous avons abandonné des populations qui s'étaient engagées à nos côtés et qui, après notre départ, ont été massacrées. J'ai vu de mes yeux, bien avant l'heure, des boat people se jeter à la mer pour rejoindre nos bateaux qui quittaient l'Indochine et particulièrement le Vietnam. Nous avons donc été engagés en Algérie, la rage au cœur et la honte au cœur d'avoir été obligés d'abandonner les populations que nous avions engagées et qui, à cause de notre départ, avaient été massacrées. Indochina was a developing country, was underdeveloped, was a poor country, was far away from Europe, and the French, supposed to be a strong, powerful, modern country, have lost the war there against poor, miserable people fighting with their naked hand and barefoot. And this was a great impact. Le monde arabe est très sensible aux événements extérieurs. Et je vous rappelle que les versets du Coran disent que toute force vient de Dieu. Et notre échec à Dien Bien Phu a été très ressenti, et j'ai senti un flottement et une volonté de s'éloigner de nous chez la population musulmane. Les femmes qui allaient au marché étaient accueillies avec une certaine agressivité. En 1954, la sous-préfecture de Jean de Leplanque comprenait l'Aurès.
les plus hautes montagnes de l'Algérie, une région sauvage, hostile, que même les Romains n'étaient jamais parvenus à occuper. Les Français s'étaient contentés de garnisons autour du massif, assurant la protection de la voie de chemin de fer et des quelques routes par une série de fortins, certains inoccupés. Depuis des siècles, l'Aurès servait de refuge au hors-la-loi. Cet automne-là, Jean de Leplanque ne disposait pour maintenir l'ordre que d'une poignée de gendarmes. Pourtant, depuis l'été, la région fourmillait de nationalistes, persuadés que leur heure allait sonner. Au départ divisés sur les objectifs à poursuivre et sur les méthodes pour y arriver, ils avaient pu, au cours de réunions clandestines, réaliser une série d'accords. Ils avaient d'abord choisi un nom, le Front de Libération Nationale, le FLN, puis une date pour déclencher leur révolte, le 1er novembre, jour de la Toussaint, jour férié pour les Pieds Noirs. Et enfin, le lieu de leur attaque, la gorge désertique de Tiganimine, au cœur des Aurès. Le but du FLN était d'isoler les Aurès et d'en faire leur place forte, espérant ainsi que leurs compatriotes se soulèveraient en masse. Mais le premier jour fut un fiasco presque total, une accumulation d'erreurs, ce qui poussa les autorités à sous-estimer l'événement. People in general, in Paris anyhow, didn't take it very seriously. They thought that the great French army would be capable of suppressing the rebellion in the Aurès and south of Algeria and the mountains without too much difficulty. Nobody envisaged it as the beginning of a great uprising. It was considered an isolated terrorist act. Although in well-informed circles in Paris, it was feared that it was the beginning of a terrorist campaign. But Mendès France had just come to power. Mitterrand was Minister of the Interior. Both were very firm that the terrorism would be suppressed and that Algeria would remain French. Le ministre de l'Intérieur, qui était M. François Mitterrand, actuellement président de la République française, est venu le 3 novembre, c'est-à-dire 3 jours après l'insurrection, pour voir quelles étaient les mesures qui avaient été prises, les apprécier et donner des consignes justement pour poursuivre le combat, puisqu'il considérait, il l'a dit d'ailleurs à ce moment-là, que l'Algérie, c'était la France. Et il y a eu des moyens considérables qui ont été mis à notre disposition. La visite de Mitterrand releva le moral des Pieds Noirs. Mais l'armée d'Algérie avait plus besoin de renforts que d'hommes politiques, car sur les 60 000 hommes qu'elle comptait, 3 000 seulement étaient aptes au combat. Ce fut eux qu'on lança dans les Aurès, avec mission de trouver l'ennemi et de le détruire. Mais l'ennemi refusa le combat, du moins selon les règles. Et ni les tanks, ni les troupes transportées ne purent le dénicher. Des mulets auraient mieux convenu, mais on en manquait. Et il n'y avait qu'un seul hélicoptère pour toute l'Algérie. Les généraux et la plupart des officiers ignoraient tout de la guérilla. En dépit de quelques succès initiaux et de la capture de bandes FLN qui, contre toute prudence, s'étaient déplacées de jour, les attentats et les embuscades devenaient chose courante et la crainte gagnait peu à peu les troupes françaises, généralement inexpérimentées. Les musulmans loyaux étaient souvent assassinés aux abords même des garnisons.
Français étaient toujours en retard d'un événement sur le FLN, dont les hommes connaissaient le moindre repli de terrain, le moindre buisson, et qui, le jour, restait introuvable. Comme l'interrogatoire des populations donnait peu de résultats, les autorités élargirent le champ de leurs arrestations, mettant sous les verrous quiconque leur paraissait suspect, se basant sur des listes établies depuis des années et souvent inexactes. Bien souvent, les interrogés en savaient aussi peu sur l'insurrection que les interrogateurs, mais leurs protestations d'innocence ne servaient à rien. Après quelques interrogatoires musclés, le FLN trouvait parmi eux ses meilleurs recrues. Un cercle infernal qui allait devenir fréquent en Algérie. Les Français voulaient avant tout rétablir l'ordre. Ensuite seulement étudierait-on les exigences nationalistes. Mais sans réforme, la rébellion continuerait. La quadrature du cercle dans toute sa splendeur. Les enterrements firent bientôt partie intégrante de la vie quotidienne en Algérie. Aucune communauté n'y échappait. La violence du FLN visait aussi bien les musulmans, surtout ceux appartenant à des groupes nationalistes rivaux. Aux collaborateurs des Français, postiers, gardes champêtres, petits fonctionnaires, était réservé un sort particulièrement cruel, ce que les Français appelèrent le sourire kabyle, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Tandis que la tension monte en Afrique du Nord, la France arme ses partisans. Parmi les volontaires, on retrouve nombre de vétérans des deux guerres. Le préfet d'Oranie remet personnellement les armes aux recrues qui chaque jour se présentent par centaines. Les généraux français devaient se contenter des troupes déjà sur place, car Paris leur refusait tout renfort, à l'exception de 20 000 hommes et de 20 compagnies de CRS. Les pieds noirs ne marquaient aucun enthousiasme pour s'enrôler. Tous les prétextes leur étaient bons pour échapper à la conscription. Aussi incroyable que cela paraisse, ce fut la majorité musulmane qui dut défendre la minorité européenne. Et le moindre paradoxe de cette guerre est qu'elle se déroula entre musulmans. La plupart du temps, l'armée française en compta plus que le FLN. Et ces unités musulmanes furent parmi les meilleures. Étant du pays, elles le connaissaient et surtout connaissaient les méthodes de leurs adversaires, ce que les officiers français mirent du temps à faire. En attendant, à Paris, Pierre Mendès France avait nommé gouverneur général d'Algérie Jacques Soustelle, au langage ferme mais à l'esprit libéral. Il avait dirigé les services secrets de De Gaulle pendant la guerre et était député gaulliste depuis 4 ans. L'accueil des Pieds Noirs fut circonspect et la chute de Mendès France, avec l'aide du lobby algérois, ne fut pas pour l'aider. Mais Soustelle répéta que l'Algérie devait rester française. Très vite, cependant, il allait parler d'intégration. Integration was the answer, let's say, the emergency answer to a situation which we had not created, which had been created by the uprising of 1954, because we had to ensure that the two communities would live together. En ce qui nous concernait, moi j'ai été personnellement président du mouvement lycéen d'Algérie, nous pensions qu'il y avait en Algérie de profondes réformes à faire parce qu'il y avait une discrimination entre les deux communautés et que les Français musulmans devaient bénéficier d'avantages considérables ce qui n'était pas le cas dans l'Algérie d'avant 1954. Le statut de l'Algérie avait été mis en place en 1947 et devait permettre à ces réformes qui avaient été élaborées sous cette assemblée algérienne d'arriver à une certaine égalité entre les communautés.
Et malheureusement, il y a eu un certain nombre de blocages qui ont été effectués par ce que je pourrais appeler les représentants de la grande colonisation. Car il faut se rappeler que les Français d'Algérie est une communauté composée de 90% de gens de conditions modestes ou moyennes, et qu'il y a une petite oligarchie de quelques centaines de grosses familles qui détiennent les pouvoirs de décision sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de l'information. Les grands journaux d'Algérie sont la possession des grandes familles qui bloquent tout système d'évolution parce qu'ils craignent la perte de leurs prérogatives et de leur puissance politique. Et il est évident qu'il fallait ébranler cet état de rapport entre les communautés. C'est avec la création des SAS, les sections administratives spéciales, que Jacques Soustelle espérait ébranler cet état de rapport entre les deux communautés, surtout dans les régions qui voyaient rarement le visage de l'autorité française. Recrutés principalement dans l'armée, les képis bleus étaient plus de 400, possédant chacun au moins une des langues indigènes. Des lieutenants et des capitaines, plus diplomates que tacticiens. Leur tâche, montrer les bons côtés de l'autorité française. Leur méthode, rencontrer les gens, recueillir leurs doléances de première main et apporter remède le plus vite possible. En fait, des assistants sociaux. Les SAS furent un succès indéniable. Une des rares lueurs dans cette guerre d'Algérie, chaque jour plus sombre. Admirés par la plupart des indigènes, parfois même aimés, ils étaient redoutés par le FLN pour leur sens politique. Les pertes furent élevées dans leur rang, ils étaient des cibles faciles. Parallèlement, Soustelle doubla le nombre des constructions scolaires, supprima quelques-unes des injustices les plus flagrantes du système électoral, répandit l'usage de l'arabe dans l'administration, lança une campagne de travaux publics pour diminuer le chômage. Une tâche gigantesque, bien souvent qualifiée de politique du trop peu et trop tard. Now, my view of the things was that in the first step we would have complete equality, complete access of the Muslims to all functions, public functions, etc., to parliament and so on. And after a while, we would have to evolve new structures of the French community, including not only Algeria, but the other territories in Africa. Mais les sabotages du FLN maintenaient la tension entre les deux communautés et rendaient l'exercice d'un gouvernement équitable difficile. Le fait que ces sabotages duraient encore après 6 mois impressionnait la masse musulmane. La soi-disant pacification et la notion de responsabilité collective se retournaient contre l'armée. La première, censée regagner la confiance des indigènes, dégénérait souvent en une répression brutale. Paris ordonna de modérer cette répression. Mais quelle modération attendre de jeunes soldats qui ont vu tomber leurs camarades dans une embuscade? La responsabilité collective était encore plus discutable, qui rendait responsable de tout dommage causé à une propriété française le village le plus proche. C'était le moyen le plus sûr d'accroître l'influence du FLN. De plus, pour beaucoup, ces méthodes rappelaient trop celles des SS. L'armée avait bien peu de défenseurs. The army was very small at the time, you know. I had to ask for reinforcements, but mainly it was a matter of method. You cannot fight a guerrilla with conventional means. I always used to say you have not to use a sledgehammer to kill a fly. Sometimes the officers of the French army who were rather traditional-minded brought a great amount of lorries, people and so on, and guns, etc., etc. And during the time they assembled all those means, the
15 or 20 guerrillas in the district had left on foot. Mais le FLN aussi avait ses problèmes. Au début, les pertes avaient été lourdes et le recrutement lent. La masse musulmane attendant de voir comment les choses tourneraient avant de s'engager. Les armes étaient rares. La révolte avait débuté avec en tout 3400 fusils dépareillés et quelques mitrailleuses, des armes datant de la guerre. Le réapprovisionnement ne pouvait venir que des Français. Pillage des dépôts, vol dans les casernes, armes prises sur les soldats tués. À l'été de 1955, le FLN décida d'intensifier son terrorisme, espérant ainsi provoquer une répression plus dure, entraînant par contre-coup les modérés et rendant tout compromis impossible. Une tactique classique de la guérilla. L'endroit choisi pour cette nouvelle escalade, le port de Philippeville. Le véritable tournant, ça a été en août 1955, lors de la révolte du Constantinois. Un matin, des masses d'hommes et de femmes, mal armés, fanatisés, se sont rués sur les villes, villages et postes français et ont procédé à de véritables massacres. Aussitôt après, j'ai accompagné Jacques Soustel sur les lieux. C'était vraiment horrible. Des yeux crevés, des femmes éventrées, des gosses brisés, frappés contre des murs. L'armée a riposté. C'était le début de la guerre, de la véritable guerre d'Algérie, dont on n'a jamais dit le mot guerre, mais c'était la véritable guerre, une guerre impitoyable et malheureusement durable. Ces massacres d'un côté et les réactions inévitables qui ont eu lieu ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000, et ces événements ont beaucoup touché la France. Les images des funérailles des Européens égorgés à Philippeville eurent un immense impact en France, comme le FLN l'avait espéré. Elles affectèrent aussi l'attitude des responsables en Algérie, bien que Jacques Soustel s'en défende. My views were coined mainly between February and May, when I made extensive trips throughout the country. I met many people, especially Muslims, of course, including ulemas and Farhat Abbas and so on and so forth. And I put my finger, I think, upon the main causes of the trouble, so that when those massacres took place, first to the south of Philippeville and also near Philippeville, well, it meant to me that we had cruel and determined enemies, but it didn't change my ideas. My ideas had been taken shape previous to those events. أما في فترة الكفاح المسلح فأعتقد أن Je pense que les événements du 20 août 1955 furent, du point de vue militaire, un des tournants de la guerre. Ce jour-là, la preuve a été faite que la population soutenait le FLN. Les gens se ruaient, les mains nues, pour arracher les armes dans les dépôts de l'armée française et les donner au FLN. Cette union des masses et du FLN fut le tournant de la Révolution. Ces massacres marquaient le début du cycle infernal. Désormais, tout musulman était un assassin potentiel pour les Européens,
tout Européen une menace pour les musulmans. Pour des raisons de politique intérieure, le gouvernement qui avait succédé à Mendes France provoqua des élections générales en janvier 1956. Il les perdit lamentablement. Conséquence, le gouverneur général en Algérie dut être remplacé. À l'annonce du rappel du gouverneur général Jacques Soustelle et de son remplacement par le général Catroux, l'agitation gagne toute l'Algérie. 60 000 personnes manifestent leur soutien à Jacques Soustelle à l'occasion de son départ. Pour échapper à leur enthousiasme, c'est dans un blindé qu'il gagne le port. Et c'est par un exercice d'équilibriste qu'il termine son embarquement. Le rôle de Soustelle dans la guerre d'Algérie n'était pas fini. Un rôle souvent controversé. L'accueil réservé lors de sa visite à Alger au nouveau président du Conseil, M. Guy Mollet, est particulièrement agité. Des milliers de colons se rassemblent autour du monument aux morts où M. Mollet doit déposer une couronne. En quelques minutes, la manifestation tourne à l'émeute, une des plus violentes qu'ait connue l'Algérie. La colère de la foule était dirigée contre le successeur annoncé de Jacques Soustelle, le général Catroux. Mais en son absence, c'est contre l'homme qu'il avait nommé, le président Mollet, ou plutôt contre sa malheureuse couronne mortuaire, que la foule se déchaîna. On allait bien voir qui était maître en Algérie. Et quand le soir même, Guy Mollet démit Catroux, ce fut du délire. La foule avait prouvé sa force, une force capable un jour de faire tomber un gouvernement, de faire même tomber une république. Comme le FLN, les Pieds Noirs avaient compris les avantages de la violence. La visite de Guy Mollet à Alger, effectivement, le 6 février 1956, me paraît être l'une des dates les plus importantes, avec le 13 mai 1958, de l'histoire de France contemporaine. Mes amis et moi-même, nous revendiquons l'entière responsabilité de cette journée à plus d'un titre historique, et même, si vous voulez, des tomates jetées à la face des ministres qui étaient alors présents. Mollet annonça également que le nombre des soldats en Algérie monterait à plus d'1 demi-million, 10 fois plus qu'en 1954. La guerre d'Algérie entrait dans une phase nouvelle et dangereuse. La journée du 6 février a acculé Guy Mollet, le gouvernement, le régime, à une sorte de capitulation. Alger, ce jour-là, a gagné, et la 4e République était condamnée ou à sauver l'Algérie ou à mourir. Comme elle n'a pas pu gagner la guerre d'Algérie, elle est tombée.